Ok, du coup, on va reprendre et l'autre micro n'a plus de batterie. Donc, je vais me pencher un peu comme ça. Donc là, notre dernière intervention, ça va être avec Rachel Lefebvre, qui est ici. Elle est donc avocate et militante engagée au réseau d'action contre l'antisémitisme et tous les racismes. Et elle travaille aussi plus récemment sur les questions d'accès aux droits des personnes sans papier dans le cadre de ses activités de déléguée de parents d'élèves. Voilà. Et elle va nous parler là du cadre légal français sur l'antisémitisme, ses possibilités et ses impasses, avec l'idée d'avoir en fil conducteur les actualités politiques et légales, notamment le projet de loi Yadan, qui va être mis au vote à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Voilà, Rachel, nous t'écoutons. Je vous remercie d'être encore là malgré l'heure tardive et avancée de l'apéro. Donc, l'antisémitisme est un délit, il suffit de porter plainte. C'est une phrase que l'on entend souvent lorsqu'on alerte sur l'antisémitisme dans les milieux militants et aussi sur les réseaux sociaux. Cette phrase, elle donne l'impression que le problème est simple, qu'il suffirait de porter plainte pour que l'antisémitisme soit traité et réglé. En réalité, cette phrase, elle dépolitise la question de l'antisémitisme parce que, bien sûr, c'est beaucoup plus complexe que cela. D'abord parce que le droit ne réprime pas une idéologie, mais des faits précisément qualifiés, comme l'incitation à la haine ou l'apologie du terrorisme, on y reviendra. Et aussi parce que pour que le droit s'applique, il faut que l'antisémitisme se manifeste sous une forme qui se caractérise juridiquement, ce qui est donc loin d'être systématique. Ensuite, parce que l'accès au droit et à la reconnaissance judiciaire est souvent difficile, comme pour beaucoup d'oppressions, et notamment comme pour les violences sexistes et sexuelles. Aujourd'hui, en France, plus de la moitié des infractions racistes sont antisémites, alors que la population juive représente moins de 1% de la population. Et on estime, malgré ces chiffres, que 97% des victimes d'actes ou de propos antisémites ne portent pas plainte. Ce chiffre, il ne traduit pas une absence de gravité des faits, mais au contraire une défiance et souvent une anticipation de l'inefficacité de la réponse judiciaire. Donc, je vous propose aujourd'hui un petit panorama des outils juridiques existants pour lutter contre l'antisémitisme, pour comprendre ce que le droit permet, mais aussi d'identifier ses limites et les situations dans lesquelles il ne suffit pas. Et j'aborderai donc effectivement en filigrane la proposition de loi Yadan pour expliquer ce qu'elle pourrait apporter si elle était adoptée. Alors d'abord, sur les outils juridiques existants, on a un panorama de qualification juridique pour tout ce qui est discours de haine. Alors, d'abord, je voudrais qualifier l'injure et la diffamation. Alors, évidemment, l'injure et la diffamation, parfois, ça peut être avec un fond antisémite, mais c'est aussi, je voulais aussi l'aborder parce que c'est souvent ce qu'on nous oppose également quand on accuse les personnes de tenir des propos antisémites, on nous dit c'est de la diffamation. Donc, qu'est-ce que dit le droit par rapport à tout ce débat-là? Donc d'abord, l'injure, ça se définit comme toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne referme l'imputation d'aucun fait précis. Elle se distingue de la diffamation qui, elle, est constituée lorsque des propos tenus imputent des faits précis qui portent atteinte à l'honneur ou à la réputation. Alors, j'ai deux exemples assez récents dans l'actualité. Le premier, alors, il n'est pas encore jugé et condamné, mais en tout cas, ça a été annoncé sur leurs réseaux sociaux. Le député Thomas Porte, normalement, devrait être renvoyé devant le tribunal correctionnel pour diffamation à l'encontre du collectif Nous Vivrons, pour avoir dit que ce collectif est un groupuscule violent, raciste, qui se fait comme spécialité les attaques contre les voies de la paix. Son seul objectif, soutenir les crimes de guerre israéliens et promouvoir le génocide. Donc, Thomas Porte devrait normalement être renvoyé en correctionnel pour ça, pour diffamation, puisque là, on est vraiment dans l'imputation de faits à l'égard du collectif Nous Vivrons. Mais attention, il n'est pas condamné. Et en matière de diffamation et d'injure, ces infractions relèvent du droit de la presse. Et donc, elles sont extrêmement encadrées pour garantir la liberté d'expression, qui est quand même une liberté très importante dans le droit français. Et justement, il y a un arrêt récent de la Cour de cassation dans lequel un prévenu était poursuivi pour injure pour avoir qualifié un élu de raciste. Et il a été relaxé parce que la Cour de cassation a considéré que ses propos s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général. Alors, dans ce cas précis, l'auteur se présentait comme un opposant politique à l'élu et ses propos étaient exprimés au moment d'une campagne d'élection municipale. Et c'est à l'aune de cette jurisprudence que Raphaël Enthoven, qui était poursuivi par LFI
pour injure publique pour avoir qualifié LFI de passionnément antisémite a également été relaxé. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que le tribunal n'a pas validé le fait que LFI était un parti passionnément antisémite, mais il a considéré que ses propos s'inscrivaient dans le contexte d'un débat politique qui ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d'expression dans le cadre de ce débat politique. Donc, ce n'est pas une validation du propos, mais c'est une protection, là encore, de la liberté d'expression dans un contexte donné. Alors, maintenant, plus spécifiquement sur les discours de haine vraiment antisémites, il y a toujours dans la loi de la presse le délit d'incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination. Donc là, c'est le fait de pousser certaines personnes à avoir une réaction malveillante et haineuse à l'encontre d'autres individus ou groupes d'individus en raison de la nationalité, la religion, l'ethnie, le sexe, l'orientation sexuelle, le handicap. Donc là, l'exemple classique, c'est un post Facebook qui appellerait à chasser les juifs. Ça pourrait être poursuivi sur le terrain de la citation à la haine ou à la violence. On a également le délit d'apologie des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi. Donc là, pareil, c'est faire l'apologie des crimes contre l'humanité, y compris si ces crimes n'ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs. Sur ce point, il y a un apport de la loi Yadan. Alors, ce n'est pas réellement un apport de la loi Yadan sur ce délit, mais comme c'est à la suite de cet alinéa, c'est cet alinéa du texte qui sera modifié, qui serait modifié avec la création du nouveau délit qui fait beaucoup parler. Et donc, le nouveau délit serait appelé publiquement en méconnaissance du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et des buts et principes de la Charte des Nations Unies à la destruction d'un État reconnu par la République française. Donc, vous avez entendu, je n'ai pas prononcé le mot Israël. Donc, il n'y a pas dans ce texte une interdiction de critiquer Israël. Et d'ailleurs, l'exposé des motifs de la loi dit exactement le contraire, dit bien qu'on pourra toujours continuer de critiquer la politique israélienne. Et donc, ça ne s'applique pas exclusivement à Israël, ce qui veut dire aussi que la France ayant reconnu l'État de Palestine, ça pourrait aussi s'appliquer pour des personnes qui appelleraient à la destruction de la Palestine. Bon, personnellement, malgré ça, malgré le fait que je critique les critiques qui sont faites à cette loi, je ne suis pas forcément favorable à ce texte et j'ai mis des réserves parce que je considère malgré tout que pour le coup, on est dans une atteinte à la, une atteinte à la liberté d'expression parce qu'on pénalise des prises de position politique sur l'existence d'un État indépendamment de tout appel à la violence contre des personnes. Et là-dessus, donc, j'ai des réserves. Alors, bon, les juristes sont totalement divisés sur la question. Vous avez des gens qui sont totalement pour, des gens qui sont totalement contre. Donc, il n'y a pas de doctrine majoritaire là-dessus. Mais voilà, ça, c'est mon opinion. Et en plus de ça, j'avoue que j'ai aussi une grande réserve sur l'efficacité du texte. Parce que dans la version initiale, ce texte était prévu pour être dans le code pénal et il était prévu que les associations antiracistes pourraient agir sur le fondement de ce délit. Or, dans la version actuelle, ça a été donc mis dans la loi sur la liberté de la presse et il n'est plus prévu que les associations antiracistes peuvent agir sur ce fondement. Donc, concrètement, je me demanderais bien qui va agir pour faire constater ce délit. C'est-à-dire que, alors, la victime directe, c'est qui la victime directe? C'est un État. Mais aujourd'hui, en droit international, la Cour européenne des droits de l'homme ne reconnaît pas aux États le droit à l'honneur et à la réputation. Et donc, il y a déjà des jurisprudences européennes qui ont d'ailleurs été reprises dans le droit français, où on n'admet pas le droit à un État d'agir sur le fondement de la diffamation ou de l'injure, justement parce que on protège la liberté d'expression, on considère qu'on a le droit de critiquer les États. Et donc, je ne suis pas certaine que d'un point de vue du droit international, un État pourrait se constituer partie civile et agir après par le biais d'une ambassade, par exemple, pour agir sur ce fondement-là. Donc, en fait, il resterait le parquet, le ministère public, qui pourrait éventuellement agir. Bon, j'avoue que je pense que par un souci de priorisation, je ne suis pas sûre que ce sera la priorité des ministères publics d'agir sur ce fondement-là. Donc, tout ça pour dire que je ne suis pas vraiment convaincue et de l'utilité du texte, ni de son efficacité pratique. Donc voilà, c'est les réserves que j'ai mis moi sur ce texte-là. Après, dans le droit français, on a aussi la contestation de l'existence des crimes contre l'humanité. Donc ça, Johannes en a parlé tout à l'heure. Donc cette infraction, comme je l'ai abordé déjà tout à l'heure, elle peut être aussi constituée même lorsque la contestation consiste à minorer le crime, à le banaliser de façon outrancière, ou lorsque les propos en cause portent sur des personnes qui ont décidé ou organisé les dits crimes, mais n'ont pas participé, ou s'ils ont participé, mais partiellement à leur exécution matérielle. Alors ça, c'est intéressant parce que ça a permis
d'aboutir à la condamnation de Éric Zemmour lorsqu'il avait dit que Pétain avait sauvé les Juifs français. Il a été condamné sur ce terrain-là. Et la loi Yadan, sur ce point, permet, j'irai rapidement là-dessus parce qu'elle n'apporte pas énormément de choses. En fait, elle incorpore la jurisprudence actuelle en fait, de la Cour de cassation. Donc, il n'y a rien de vraiment nouveau là-dessus, en étendant légèrement ce délit, mais en fait, ce n'est que la transposition de la jurisprudence actuelle là-dessus. Après, sans être directement sur la question de l'antisémitisme, mais quand même un délit qui est souvent mobilisé dans des situations où l'antisémitisme ne s'exprime pas de manière frontale, c'est le délit d'apologie du terrorisme. Donc là, effectivement, on n'est pas forcément sur l'antisémitisme frontal, mais plutôt à travers la justification d'attaques terroristes, souvent quand ça vise les juifs. Et donc, on l'a effectivement beaucoup vu depuis le 7 octobre. Donc, le délit d'apologie du terrorisme, le code pénal le définit comme le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes. Alors, la loi Yadan prévoit la réécriture de ce texte. Alors, en premier lieu, le texte de la loi Yadan transpose là encore la jurisprudence actuelle qui reconnaissait déjà le fait que l'apologie des auteurs d'actes de terrorisme, donc pas uniquement les actes, mais les auteurs, ou le fait de minorer, ou encore une fois de banaliser de façon outrancière des actes de terrorisme, ça rentre dans le cadre du délit d'apologie du terrorisme. Et on a un arrêt récent de la Cour de cassation, très récent même, puisque c'est le 31 mars 2026, qui a jugé que le fait de qualifier le 7 octobre comme un acte de résistance, c'est de l'apologie du terrorisme. Donc la loi Yadan, elle permet aujourd'hui d'incorporer cette jurisprudence qui est déjà qui est déjà appliquée, mais elle ajoute aussi quand même qu'elle redéfinit le délit de la manière suivante. Le délit d'apologie du terrorisme, ce serait le fait de provoquer directement, même implicitement, à des actes de terrorisme ou faire publiquement l'apologie de ces actes ou de leurs auteurs, y compris en cas d'apologie, en minorant ou banalisant les actes de façon outrancière. Donc, la deuxième partie du texte, c'est la transposition de la jurisprudence, faire l'apologie des actes ou des auteurs, y compris en minorant ou en banalisant. Et il y a quand même une petite nouveauté, c'est provoquer directement, même implicitement. Et ça, j'avoue que ça fait l'objet de beaucoup de critiques de la part des juristes, et je partage assez ces critiques. Je ne vois pas très bien ce que ça veut dire, faire l'apologie directement, mais implicitement. Bon, alors, on a un exemple assez récent, évidemment, sur la question de l'apologie du terrorisme. C'est le tweet de Rima Hassan qui lui vaut d'être poursuivie et donc elle sera jugée le 7 juillet prochain pour avoir fait l'apologie d'un terroriste. Elle ne vise pas dans son... D'ailleurs, j'ai entendu, c'est l'argument de son avocat. Elle n'a pas visé directement dans son tweet un acte de terrorisme. Elle a fait l'apologie d'un auteur d'un acte de terrorisme. Euh, alors, effectivement, sous l'égide de la loi Yadan, ça rentre dans la définition même de l'apologie du terrorisme, mais la loi Yadan n'est pas passée et elle est quand même poursuivie parce que c'est déjà ce que dit la Cour de cassation. Reste que, voilà, pour moi, la formulation apologie directement, mais implicitement, je ne vois pas très bien ce que c'est, ça me paraît un peu énigmatique et je trouve que c'est sujet à interprétation et peut-être que la loi sera considérée comme insuffisamment précise sur ce point-là. Ensuite, on a, au-delà maintenant, on va sortir des discours, de la répression des discours antisémites. On a aussi l'antisémitisme est prévu dans le code pénal comme étant une circonstance aggravante de certains crimes ou délits. Donc c'est l'article 132-76. Je vais peut-être attendre que le bip bip s'arrête parce que j'avoue que c'est assez désagréable. Je ne sais pas d'où ça vient. Ah voilà. C'est une solution, effectivement. Fermer la fenêtre, ça marche bien. Alors, je reprends. Donc, l'article 132-76 du Code pénal qui nous dit que lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime, à raison de son appartenance vraie ou supposée à une prétendue race, ethnie, religion, etc. Soit si on établit que le crime ou le délit a été commis contre la victime pour l'une de ces raisons, bon, ben là, les peines encourues sont majorées. Je ne vais pas vous faire la liste des peines, mais voilà. Donc concrètement, ça peut concerner tout type d'infraction, hein. Ça peut être la menace à caractère antisémite, ça peut être la dégradation de biens publics,
les violences, les viols et les homicides. Sur ce point, la loi Yadan, elle apporte également quelque chose, puisqu'elle étend la possibilité aux associations antiracistes en élargissant le champ d'action à tous les délits et crimes avec la circonstance aggravante précitée. Donc, bon, ce point-là, la loi Yadan, il n'est pas tellement discuté. Je pense que ça ne fait pas vraiment débat et je n'ai pas entendu de critique sur ce point-là. Au-delà de ça, on a également la discrimination antisémite, donc en droit qui est qualifiée en droit pénal, mais aussi en droit du travail. Donc en droit pénal, c'est le refus de service ou l'entrave à l'accès à un droit pour antisémitisme ou pour racisme. Et dans le cadre professionnel, bah, ça peut être une discrimination à l'embauche, une promotion, une sanction, ou même un harcèlement pour antisémitisme. Et là, alors ça c'est un droit que je connais assez bien, il y a un mode de preuve qui est aménagé en faveur du salarié, c'est-à-dire que le salarié n'a pas à prouver que c'est fait pour des motifs antisémites. Le mode de preuve est assez aménagé en faveur du salarié sur ce point-là. Alors, sur la question de la discrimination, je voulais faire un petit focus sur la question du boycott, puisqu'on a un arrêt de 2020 de la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la France. C'était des militants BDS qui avaient appelé dans un supermarché au boycott de produits israéliens. Ils avaient été condamnés en France pour provocation à la discrimination. Et la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France en jugeant que l'appel au boycott relève en principe de la liberté d'expression politique et s'inscrit dans un débat d'intérêt général et que la condamnation pénale de tout appel au boycott par principe constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression. Alors, la Cour européenne des droits de l'homme, elle ne dit pas non plus que tout boycott est nécessairement licite. Elle ne dit pas, elle dit que le boycott ça peut être parfois discriminatoire, mais ça l'est pas de manière automatique et systématique, et que le boycott, s'il n'a pas de lien avec l'antisémitisme, il est autorisé. La position française depuis, c'est quand même qu'on constate qu'il y a de moins en moins du coup de condamnations depuis cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Les juridictions françaises sont beaucoup plus prudentes et on est un peu sur une ligne de crête où quand on est sur la critique d'un État et de sa politique, ça va. Mais par contre, quand on est sur un appel au boycott qui vise des personnes ou des entreprises identifiées comme juives ou reposant sur des stéréotypes antisémites, là, ça peut redevenir pénalement répréhensible. Alors, je voulais aussi vous parler des outils juridiques pour lutter contre l'antisémitisme à l'école et à l'université. Alors, à l'école, on a un rapport récent qui a été rendu par l'UNESCO, qui est assez intéressant et assez inquiétant aussi, il faut bien le dire, en janvier 2026, qui pointe le fait qu'au niveau européen, il y a plus de trois quarts des enseignants interrogés qui disent avoir été confrontés à des incidents antisémites entre élèves. 42% d'entre eux qui disent avoir été témoins d'antisémitisme de la part d'autres enseignants. Et dans le même temps, 61% des enseignants qui admettent ne pas avoir su répondre à certaines questions de leurs élèves sur l'antisémitisme. Et plus de 70% des enseignants qui déclarent n'avoir reçu aucune formation ciblée sur ce sujet. Alors, en droit français, l'éducation nationale, elle a une obligation légale de protéger les élèves. Et il y a certains outils juridiques qui sont prévus. D'abord, évidemment, il y a le signalement interne au directeur, au chef d'établissement. On peut saisir aussi le rectorat. Et quand les faits sont plus graves, une plainte pénale ou un signalement lorsque les faits sont pénalement qualifiables est tout à fait possible. Depuis plusieurs années aussi, l'éducation nationale elle a renforcé les formations à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, l'enseignement de la Shoah, des génocides et les programmes d'éducation morale et civique. On a également des référents valeurs de la République et des cellules académiques qui existent pour accompagner les établissements confrontés à des situations sensibles. Donc, on voit quand même que l'arsenal, il est assez complet, mais ces outils sont limités par une difficulté à nommer le problème le plus souvent, parce qu'on a beaucoup de situations qui sont requalifiées en conflit entre élèves sans forcément reconnaître le mobile antisémite. Et c'est un peu le même constat dans l'enseignement supérieur, où là aussi les chiffres sont quand même assez alarmants. On a les chiffres qui ont été publiés par le ministère de l'Éducation nationale pour l'année universitaire 2023-2024, qui font état de 1670 actes à caractère antisémite sur un total de 3600 actes racistes. Donc, c'est-à-dire que plus de la moitié des actes racistes sont antisémites, avec une hausse de 317%. Donc, ces données confirment que l'école et l'enseignement supérieur sont aujourd'hui un espace particulièrement exposé à l'antisémitisme. Donc, les universités, elles disposent depuis longtemps de sections disciplinaires pour juger les étudiants ou les enseignants-chercheurs pour des propos ou actes antisémites, avec une échelle de sanctions assez vaste qui va de l'avertissement à l'exclusion temporaire ou définitive.
On a aussi des cellules de signalement, des référents discrimination harcèlement. Mais en pratique, le constat, c'était que ces outils, ces dispositifs, ils étaient souvent peu utilisés pour les faits d'antisémitisme ou mis en place tardivement et rarement suivis de sanctions effectives. C'est pour ça qu'en 2025, il y a une loi qui est passée, en juillet 2025, face justement à la flambée de l'antisémitisme dans les facs, et elle a été adoptée par l'Assemblée nationale pour lutter contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur, et elle repose sur trois piliers: la formation à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme et les discriminations, le renforcement du signalement et de la prévention, et la création de sections disciplinaires communes à l'échelle du rectorat. Cette loi, elle a été très critiquée par le monde universitaire et la gauche. Alors, les critiques qui ont été opposées, la première, c'était elle ne s'accompagne pas de moyens financiers structurels, ce qui est assez vrai. Il y a eu aussi une crainte qui a été exprimée de répression excessive de la liberté d'expression dans les universités. Également, une crainte exprimée sur le fait de la perte de la prise de décision au niveau de l'université en raison de la création de la section disciplinaire au niveau de l'académie. Bon, là, je vais donner mon avis personnel. Cette loi, elle avait clairement vocation à pallier à la posture souvent minimaliste, voire défensive des universitaires. Et évidemment, ça n'a pas été très bien accueilli dans le milieu universitaire. Mais en pratique, pour être en contact avec de nombreux étudiants juifs victimes d'antisémitisme, il y a un vrai décalage, massif même, entre le droit formel et l'expérience vécue des étudiants juifs qui renoncent à étudier dans certains établissements parce qu'ils se retrouvent pris en étau entre des violences bien réelles et des dispositifs institutionnels qui sont faibles ou peu appliqués ou contournés. Et ce que montre l'exemple universitaire, c'est ce que relève finalement un peu l'ensemble du droit antiracisme. Et ça me fait une transition parfaite vers la deuxième partie, qui sera beaucoup plus courte que la première, sur les outils, parce qu'il y a des outils qui existent, des textes qui sont votés, mais leur application reste fragile et souvent insuffisante. Donc les limites que moi, je voulais exposer aujourd'hui sur le droit, les limites du droit et les angles morts et les impasses du droit face à l'antisémitisme. D'abord, la première limite que je vois, c'est que le droit, il intervient le plus souvent a posteriori. Il sanctionne des actes et des propos qui ont déjà été commis ou qui ont déjà été exprimés. Alors, il y a quand même une exception à ça. Il est possible pour les autorités administratives d'interdire des manifestations, des spectacles, des réunions lorsque ceux-ci sont susceptibles de causer un trouble à l'ordre public. Et on l'a vu que ça a été très utilisé pour les spectacles de Dieudonné. On a aussi une autre limite, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne tombent pas sous le coup de la loi. Il y a beaucoup de discours qui sont problématiques, qui sont sous-entendus, mais qui ne sont pas forcément illicites. Alors, parfois, quand même, il faut le dire, les tribunaux condamnent, ça a pu arriver, ce qu'on appelle les dogwashing, les sous-entendus, mais quand même, au global, c'est extrêmement rare. Et on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de propos qui passent sous la loi. Et notamment, bon, évidemment, le fameux qui, qu'on a beaucoup vu dans les manifs au moment des Gilets jaunes, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent passer sous la loi. Également, les références culturelles et religieuses. Enfin, quand Mélenchon il a repris sur le plateau de BFM TV le mythe du peuple déicide, bon, il n'a pas été poursuivi pour ça. Alors, on a aussi un problème de la preuve. Ça, c'est, je pense, assez commun à toutes les oppressions. Des fois, c'est difficile d'établir une intention antisémite. Et un des exemples récents, c'est l'arbre arraché en hommage à Ilan Halimi à Épinay-sur-Seine, où l'intention antisémite n'a pas été retenue. Et parfois, même quand il y a des preuves, la justice française a quand même du mal à nommer l'antisémitisme. Et un des exemples récents, c'est la nounou qui a tenté d'empoisonner une famille juive à Nanterre, qui pourtant avait quand même dit que c'était parce qu'ils avaient de l'argent et le pouvoir et qu'elle aurait jamais dû travailler pour une juive. Elle a été condamnée sévèrement, mais le mobile antisémite n'a pas été retenu. Et c'est quelque chose d'assez récurrent en droit français. Et d'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France en 2024. Donc ça, j'aimerais quand même que vous le reteniez, parce que quand on nous dit justement qu'il suffit de porter plainte, bah non, il ne suffit pas de porter plainte, parce que la justice française, elle est assez défaillante aussi. En 2024, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour ne pas avoir reconnu le caractère antisémite d'injures et de menaces subies par une femme qui avait éconduit un prétendant, et en retour, elle avait reçu de nombreux messages très sympathiques
du style, si je te croise dans la rue, je te casse ton nez de sale juive, vive les camps, vive la Shoah, vive l'Allemagne nazie, je te déteste, toi et ta sale race. Bon, et ça n'a pas été qualifié d'antisémite par la justice française, parce que c'était d'abord le fait qu'elle avait eu la mauvaise idée de déconduire ce prétendant qui avait conduit celui-ci à ces menaces. Donc le mobile antisémite n'a pas été retenu. Donc la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France là-dessus. Une autre limite importante que je vois, c'est la temporalité judiciaire. La justice, elle est lente, les procédures sont longues et c'est quand même souvent en inadéquation totale avec la viralité des médias et des réseaux sociaux et de la prolifération des discours sur les réseaux sociaux. Même lorsque il y a des condamnations, je vois encore d'autres limites. La première, c'est l'effet de victimisation des auteurs. Euh, on voit un renforcement des récits victimaires et même parfois complotistes antisémites pour les personnes qui sont condamnées. Alors, à Toulouse, on a un exemple, c'est la dissolution du collectif Palestine vaincra. Alors, il y a eu une disparition juridique du collectif Palestine vaincra, notamment, et la raison qui avait été invoquée par le Conseil d'État, c'était justement l'absence de modération sur leurs réseaux sociaux des commentaires antisémites sous leurs posts. Mais le collectif a continué d'exister sous d'autres formes et il a bien capitalisé sur la victimisation avec beaucoup de soutien, il faut le dire, dans le mouvement social et politique toulousain. On le voit également avec l'exemple de Rima Hassan. Et aussi les exagérations autour de la pétition contre la loi Yadan. Je voulais quand même le signaler parce que moi, je l'ai dit, je suis plutôt contre ce texte. Enfin, il y a plusieurs articles du texte où je suis assez contre. Mais quand même, cette pétition qui a été vraiment très massivement signée et publiée et véhiculée, elle alimente aussi, à mon sens, quand même des stéréotypes antisémites en laissant penser qu'une loi qui vise à protéger une minorité serait liberticide. On laisse entendre que cette minorité serait aux manettes d'un pouvoir dissimulé visant à museler la parole. Donc c'est là qu'on voit quand même les limites aussi de l'usage du droit pour lutter en particulier contre l'antisémitisme et où parfois ça se retourne finalement contre la lutte contre l'antisémitisme en alimentant finalement encore les discours antisémites. Et par ailleurs, il y a quand même la dernière limite que je vois, c'est il y a quand même une efficacité qui est malheureusement limitée, puisque même des personnes qui ont été multi-condamnées, comme Alain Soral ou Dieudonné, continuent sur les réseaux sociaux de proférer leur haine, et même si leur audience a diminué, ça ne les empêche pas de s'exprimer. Donc, encore une fois, là, on voit que la justice, elle ne peut pas tout. Donc, le droit, effectivement, c'est un outil qui est indispensable dans certains cas, qui prévient, qui peut protéger, qui sanctionne, qui pose des lignes rouges, mais il n'est pas suffisant. Il arrive souvent trop tard. Il ne peut pas déconstruire une idéologie, transformer des imaginaires ou produire une conscience politique. Et donc, on ne peut pas se contenter de l'aspect juridique pour lutter efficacement contre l'antisémitisme. D'ailleurs, je note que j'ai l'impression, en tout cas, que pour toutes les autres oppressions ou pour lesquelles il y a aussi des outils juridiques pour lutter contre, il y a aussi des outils juridiques pour lutter contre le racisme, contre le sexisme, mais à gauche, on ne vient pas nous opposer le fait que ce ne serait qu'un délit et qu'il suffirait de porter plainte pour mettre un terme au sexisme ou au racisme dans la société française. Il n'y a que pour l'antisémitisme qu'on vient nous expliquer qu'il suffirait de porter plainte et que ce serait réglé. Donc, en réalité, pour lutter contre l'antisémitisme, ça suppose un travail de pédagogie, de formation, de transmission, grâce à des débats, grâce évidemment à l'éducation nationale, grâce aussi à des ouvrages comme Le Péril antisémite. Et ça suppose aussi des collectifs militants pour refuser l'isolement des victimes et pour lutter contre l'antisémitisme dans le mouvement social. Et c'est qu'en articulant le juridique, le politique, la formation et le militant qu'on peut espérer lutter de manière cohérente et durable contre l'antisémitisme comme pour toutes les oppressions.